Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Télésud, Global Africa. Panel Hebdo, l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et aussi leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Jean-Paul Benoît. Bonjour Maître Jean-Paul Benoît. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Et Guy Debal est avec nous, analyste politique et consultant en entreprise. Néanmoins, bonjour. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Et Alfred Changolo-Koro, qu'on ne présente plus. Comment allez-vous, professeur? Ça va très bien, merci beaucoup. Maître de conférence à la Sorbonne, merci d'être avec nous. Et un invité spécial que nous accueillons dans cette édition, Tidiane Koné, délégué extérieur pays RHDP France. Tidiane Koné, bonjour. Oui, bonjour Francis. Alors bonjour. pour ceux qui ne le sauraient pas, le RHDP, c'est le Rassemblement des oufouettistes pour le développement et la paix. Pour la démocratie. Et la démocratie et la paix, pardon. Parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Effectivement. Parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, dont le candidat Alassane Ouattara est à nouveau en lice pour une nouvelle candidature et pour briguer un 4e mandat. Non, je dirais plutôt un 2e mandat. Oui, je m'attendais un peu à ça. C'est une lecture controversée. Non, c'est plus juste, parce que 4e mandat, ça fait illégal. 2e mandat de l'entrée en public, oui. Ça fait légal. Enfin, ceci dit, si on se base sur la loi des additions, ça serait donc son 4e mandat s'il était élu en décembre, voilà. Dans quelques semaines. Je pense que c'est plus précis de dire 2e mandat d'entrée en public, comme ça au moins... 2e mandat dans le cadre de la nouvelle Constitution, c'est ça? Effectivement. Mais en additionnant, on arrive à 4. Oui, si vous voulez, ça fait 4 mandats. Voilà. Donc, mais c'est bien de mettre les deux précisions, parce que c'est tendancieux de garder une seule précision. Ça nous fait un consensus en début d'émission. Non, mais il faut toujours préciser. Il a raison de préciser. Au sommet de cette édition de Panel Hebdo, chaos politique en France. Cette semaine, la crise politique en cours depuis près d'1 an en France a connu de nouveaux et très déroutants développements, avec la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, quelques heures seulement après la composition de son gouvernement. Un record d'obsolescence pour un Premier ministre et un gouvernement en France. La crise politique semble se transformer en crise de régime, voire plus. Et tous les regards sont désormais tournés vers le président Emmanuel Macron. Décryptage dans cette émission. Autre sujet, l'actualité en Tunisie, dominée cette semaine par la condamnation à mort d'un citoyen de 51 ans pour avoir partagé sur le réseau Facebook des publications jugées offensantes envers le président Kaïs Saïed. Un épisode de plus de la dérive autoritaire du régime du président Kaïs Saïed, devenu, il faut le dire, le pire cauchemar des démocrates tunisiens. La Tunisie, un État meurtrier, on en parle dans cette émission également. Alors on démarre avec une page spéciale, élection présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire, le climat préélectoral vu à travers le regard de notre invité spécial, Tidiane Koné. Tidiane Koné, donc, je rappelle, délégué extérieur pays du RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, RHDP France. Alors, Tidiane Koné, le 4 octobre dernier, le Front commun, c'est-à-dire une coalition des oppositions, devait organiser une manifestation, une marche qui a été donc reportée selon le Front commun. C'était suite donc à l'interdiction par le Conseil national de sécurité de tous les rassemblements et marches sur la voie publique jusqu'à nouvel ordre. Oui. Donc, il faut dire que l'opposition a tout de même décidé d'organiser cette marche le 11 octobre prochain. Quelle réflexion vous inspire cette situation? Est-il de bonne politique aujourd'hui d'interdire des marches et manifestations en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut voir dans quel cadre cette marche est demandée, déjà. Et je pense que l'autorité, le ministre de l'Intérieur et le président de la République ont bien compris que cette marche n'est pas dans un cadre légal et normal, parce qu'on veut s'opposer à une décision du Conseil constitutionnel. Or, c'est une décision qui est inattaquable et c'est une décision pour laquelle on n'a pas de recours. Oui. Et donc, en plus, on est dans un contexte un peu de tension. Donc, je pense que le pouvoir demande
de baisser un peu la tension et le pouvoir continue à échanger avec l'opposition. Ils ont eu des dernières rencontres. Il y a une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et ces échanges-là sont de bonne guerre. Cela permettra justement d'accorder les violons et d'essayer de trouver quel est le compromis possible pour que la marche puisse se faire dans de très bonnes conditions. Mais le Conseil national de sécurité n'a pas interdit que cette marche du 4 octobre dernier. Toutes marches et manifestations sont désormais interdites en Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur. Jusqu'à nouvel ordre. À l'extérieur. Oui. Il faut bien préciser. Oui. À l'extérieur. Sur la place publique. Sur la place publique, oui. Voilà, mais ce que je veux dire, généralement, les marches et manifestations se déroulent sur la place publique. Ils ont le droit de se regrouper. Parce que, justement, on est dans une période assez tendue. Oui. Je pense que les autorités, le ministre de l'Intérieur et les autorités de sécurité ont des informations que nous n'avons pas. Et je pense que c'est quand même aussi pour la quiétude des populations et pour éviter des tensions inutiles. Mais je pense que le point le plus important, c'est que l'opposition est toujours en contact avec le ministre de l'Intérieur et les échanges se poursuivent et ils vont trouver ensemble quel est le meilleur moyen pour que l'opposition s'exprime sans remettre en cause la quiétude de la population ou entraîner des soucis, parce qu'on a eu quand même des tensions à Yopougon où il y a eu quelques casses, il y a eu quelques bus brûlés, il y a quelques... Donc le président et le ministre de l'Intérieur sont quand même garants de la sécurité nationale et ils doivent prévenir aussi tout trouble. Le plus important pour moi, c'est qu'il y ait un échange entre eux, ils continuent à échanger pour trouver la meilleure manière pour que tout le monde puisse s'exprimer. Comme dit la famille consacrée, vous voulez dire que les fils du dialogue ne sont pas rompus entre le pouvoir et l'opposition, c'est ça? Exactement. Alors que craint le pouvoir exactement? Parce que je veux dire que le fait d'interdire des marches et manifestations, c'est une décision qui est très lourde dans un pays. Alassane Ouattara avait promis, fortement promis, des élections apaisées. Oui. Alors pourquoi aujourd'hui on a plutôt le sentiment que le climat préélectoral est marqué par des tensions, contenues certes, mais des tensions quand même? Oui, il y a des tensions, surtout les tensions par rapport aux candidats qui n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Bien entendu, on peut comprendre qu'ils ne soient pas contents de ne pas être retenus par le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas le fait de l'État. Ce n'est pas de l'État, c'est une décision de la plus haute instance, d'une des grandes instances du pays. Oui. Et donc, elle s'impose à tout le monde. Et voilà, elle s'impose à tout le monde. Cette décision s'impose à tout le monde. Et pourtant, l'opposition continue à accuser le pouvoir d'avoir privatisé les mécanismes institutionnels de l'élection présidentielle. À travers le Conseil constitutionnel, à travers la commission électorale. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ce que je veux dire... C'est une accusation qui vous est adressée. Il y a une décision. L'accusation vous est adressée. Il y a une décision de justice qui a été prise. Le Conseil constitutionnel a pris une décision. La décision, elle est claire. Il y a eu des candidats qui ont été candidatures recalées et certaines candidatures qui ont été retenues. Les candidatures recalées, la grosse majorité savait très bien qu'elles allaient être recalées parce que ce n'était pas, je dirais, pour le président Laurent Gbagbo depuis 2020. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas être candidat parce qu'il avait une condamnation qui pendait. Et le président Thiam, il s'est lui-même mis dans cette situation. Et les candidats qui n'ont pas pu réunir leur parrainage, faute d'organisation, etc., ne peuvent pas s'en prendre au Conseil constitutionnel. Donc je dis quelque part, on est dans un pays de droit, on accepte les résultats. Les candidats qui sont présents sont des candidats valables, qui ont une expérience politique, une expérience solide et qui sont dans le paysage politique ivoirien depuis plus de 20 ans, 30 ans. Et donc, je ne peux pas dire qu'on a fait des choix, il n'y a pas eu de choix. Il y a des critères de choix, comme dans tout pays. Alors, comment expliquer que dans l'esprit de bon nombre d'Ivoiriens, ce contentieux demeure entier aujourd'hui et pèse sur la période électorale? Mais ce contentieux, ce contentieux peut peser dans la tête de certains Ivoiriens. Bien entendu, ils ont des partisans, il y a certains partisans qui sont jusqu'au boutiste. Oui. Dommage pour eux, mais je veux dire, quand on est dans un pays de droit, on accepte le droit, on accepte la loi. Comment faire pour vider ce contentieux? J'insiste beaucoup. On n'a pas entendu le président Alassane Ouattara, par exemple, prononcer un discours pour essayer d'apporter, je dirais, une parole officielle pour apaiser le climat politique et calmer le jeu, si je puis dire. Mais il y a constamment des rencontres. Il y a constamment des rencontres. Les partis de l'opposition ont rencontré le RHDP. Il y a des échanges. Mais on a souvent une frange qui est un peu jusqu'au boutiste, qui veut
vaille que vaille, aller à l'affrontement. Mais le président est un président ouvert qui a toujours prôné le dialogue, qui a toujours échangé avec ses homologues et les présidents des autres partis. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été un président fermé. Le président toujours ouvert, il a fait multiplier les dialogues. On voit les résultats sur le pays, on voit que tous les entre guillemets, dits réfugiés politiques sont tous rentrés, ils vaquent à leurs occupations. Sauf Guillaume les Soro. journalistes. Guillaume Soro, personne n'a interdit à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a aucune interdiction. Enfin, il est quand même sous le coup d'une Mais condamnation. s'il rentre, il assume la justice. Oui. Comme Blé Goudé l'a fait, C'est ça. comme le président Laurent Gbagbo l'a fait. Donc je veux dire que la porte n'est pas fermée, c'est un Ivoirien. Il rentre, il va devant la justice. Si la justice tranche que les crimes qui sont contre lui, si la justice tranche que Guillaume Soro a raison, ben, il est acquitté. Et s'il y a des poursuites, il y a des poursuites. Alors revenons, Mais tant qu'il n'affronte pas... revenons un instant à la candidature de Alassane Ouattara, donc Oui. quatrième candidature, hein, ne vous en déplaise, parce que c'est la quatrième candidature. Non, c'est 4e candidature, mais là, on est dans le 2e mandat de la 3e République. D'accord, donc qui se Oui. représente à nouveau au nom du devoir envers la nation et aussi du fait des menaces sécuritaires qui pèseraient donc sur la région. Alors, c'était les mêmes arguments au fond il y a 5 ans déjà. Hein. Alors, on se demande finalement, je veux dire, au bout de combien de mandats ces menaces sécuritaires seraient évacuées? Le président Alassane Ouattara se présente parce que ses militants lui ont demandé de se présenter. Parce qu'on a eu un grand nombre de pré-congrès dans toute la Côte d'Ivoire. Et tous les militants, le président Alassane Ouattara était hésitant. Et dans 5 ans, ils vont lui Il a demander à plusieurs dit nouveau qu'il était hésitant. Oui, mais dans 5 ans, ils vont lui demander à nouveau de se Qui n'était présenter. pas, ce sera son dernier mandat parce que c'est le 2e mandat de la 3e République et il n'y a que 2 mandats. D'accord. Donc il n'en fera pas, oui. un autre. Donc c'est clair. Pour ça, je veux dire, le président Alassane Ouattara a toujours été un démocrate et il va respecter la Constitution. Ce sont les militants du RHDP qui ont demandé à ce qu'ils se présentent. C'est comme Il y ça, a des c'est pré-congrès une qui ont été décision faits. personnelle quand même. Oui, mais justement, C'est une décision ça revient à personnelle. une décision personnelle. Oui. Mais on a quand même, nous, on a insisté. Et il nous a répondu que oui, il allait faire, je dirais, il allait poser un dernier acte pour nous. Et nous pensions que c'est la personne. Il y a 5 ans, qui c'était doit... déjà le dernier acte. Hein. Non. Il y a 5 ans, ce n'était pas pareil il y a Oui, 5 ans. Je me souviens encore des discours. Ah non, il y a 5 ans, ce n'était pas pareil. Il y a 5 ans, aussi il y a un ultime monsieur... sursaut au nom du Non, devoir envers la nation. Il y a un monsieur Amadou Gon qui devait prendre la relève. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais ça, oui. il faut pas l'oublier. Oui, oui, bien sûr. Il y a M. Amadou Gon qui devait prendre, le Premier ministre devait prendre la relève et Dieu en a voulu autrement. Il s'en est allé. Est-ce que cela signifie que dans le vivier du RHDP, de votre Oui. parti au pouvoir, il n'y a pas d'aspirant à la magistrature suprême, au point que ce soit Alassane Ouattara qui soit toujours, je dirais, à l'avant-garde pour vous représenter devant les électeurs? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on veut obliger un parti politique à choisir tel candidat par rapport à tel. Non, je dis simplement, c'est une question. Donc, ce que je veux dire, c'est une question très précise. Légitimement, au sein du RHDP. Au sein du RHDP, indépendamment. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas des profils Il a dit lui-même qu'il y a une aptes à se présenter à l'élection présidentielle? Il y a une demi-douzaine de compétences. Oui, mais à vous entendre, on a le sentiment que c'est Alassane Ouattara qui est systématiquement aux avant-postes pour finalement sauver la mise du RHDP. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je veux dire, quelques profils qui émergent pour que dans 5 ans, le RHDP puisse avoir, pour que l'alternance au moins au niveau des candidatures puisse s'opérer au sein du RHDP? Nous, on est focus, je veux dire. Notre candidat, on a voulu que ce soit le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est candidat, retenu par le Conseil constitutionnel. Nous sommes focus sur les élections parce que nous voulons gagner cette élection. Oui, voilà notre priorité. Donc c'est vous qui faites une fixation sur Alassane Ouattara. En ce qui concerne... ce sont nous les militants, on accepte... Vous faites une fixation, donc... Nous les militants, on accepte de faire une fixation sur Alassane Ouattara. Ça, avec plaisir, on l'accepte. D'accord. Voilà, parce que c'est nous qui demandons à sa présence et c'est nous qui savons ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Avant de faire un tour de table, j'allais vous lire un extrait d'une interview qui va vous intéresser. Interview de Noël Akossi Benjo, qui est vice-président et coordonnateur général du PDCI, qui a déclaré récemment au site Monde Afrique, l'extrait est un peu long, mais enfin, je vais essayer d'aller vite, il dit ceci: les actes de dictature
et d'autocratie se multiplient en Côte d'Ivoire. Plusieurs de nos militants sont actuellement détenus pour des motifs qui relèvent davantage de la répression politique que du droit. Les jeunes du PDCI-RDA, des branches rurales et universitaires, sont détenus depuis plusieurs mois en prison. Nous notons également de nombreuses arrestations survenues il y a quelques jours des délégués, des secrétaires de section, des présidents de comités, ainsi que le règne de personnes cagoulées qui sévissent dans les domiciles des membres de l'opposition. Fin de citation. Est-ce là l'ambiance aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non. Je pense que la plupart des Ivoiriens vaquent à leurs occupations. On est dans une... C'est parce que... C'est une personnalité quand même... Oui, c'est une personnalité de l'opposition qui va bien entendu grossir les traits, tout exagérer, pour dire que en Côte d'Ivoire, c'est la dictature. Il invente un monde qui n'existe pas. Lisez un peu le titre des journaux en Côte d'Ivoire. Vous lisez le titre des journaux en Côte d'Ivoire, vous verrez que toutes les opinions s'expriment. Toutes les opinions s'expriment. Et j'irai même plus loin, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel représentent le panel des opinions et des idéologies qu'on a. On a Awa Dombello, qui est de l'extrême, je dirais, l'extrême gauche souverainiste. On a Madame qui a été Simone, exclu du PPACI. qui a été exclu du PPACI, mais qui est quand même un des piliers, un des fondateurs, et quelqu'un ancien ministre de Laurent Gbagbo. Ancien ministre, voilà, quelqu'un qui connaît très bien la politique ivoirienne, qu'on ne doit pas négliger. On a Madame Simone Yves Gbagbo, qui est de la gauche, qui connaît très bien aussi l'appareil politique et qui est l'une des fondatrices du FPI. Et on a Madame Henriette Lagou, qui s'est présentée déjà à des élections présidentielles, qui connaît aussi la vie politique en Côte d'Ivoire, qui est là depuis 20-30 ans. Et on a Alassane Ouattara, qui est lui de la droite humaniste et sociale. Et on a Jean-Louis Billon, qui est de la droite. Donc je veux dire que l'offre politique en Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi alléchante. Oui. Et donc les Ivoiriens... Alléchant. Oui, parce qu'on a toutes les tendances politiques qui sont présentes. Et nous... mais ces quatre candidats qui vont compétir face à Alassane Ouattara, comment les qualifiez-vous? C'est des candidats de poids, d'envergure? Ce sont juste des candidats d'accompagnement? Pour vous dire que... Non, mais je vous pose la question. Nous, c'est pour ça que nous, au RHDP, vous voyez bien, on a structuré notre équipe de campagne. Le président allait visiter l'équipe de campagne pour dire qu'on ne prend aucun candidat, on ne minimise aucun candidat. Donc vous redoutez donc, une éventuelle défaite Ce sont des candidats. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Et donc nous mettons en ordre de bataille pour pouvoir gagner ces élections-là. Et vous voyez, on a au moins 1300 personnes qui sont l'équipe de campagne. Si on minimisait nos adversaires, on n'allait pas mettre en place une telle structure. Et même en France, on va redéployer aussi cette structuration pour la campagne. Pour vous dire que cette élection-là, nous ne la prenons pas à la légère. On a en face des gens qui ont l'habitude de l'État, qui ont travaillé dans l'État, qui ont travaillé dans des grands partis, qui ont structuré des grands partis, et déjà, n'oublions pas, qui sont arrivés à avoir le parrainage. Ce qui n'était pas aisé. Certains partis dits structurés ne sont pas arrivés à le faire. Donc, ce ne sont pas des candidats à prendre à la légère. Et nous en sommes conscients. Très bien. C'est pour ça que nous nous mettons au travail. La question se posait en tout cas. On va faire un tour de table. Ah oui, non, mais... Fred j'entends très bien ce que Tidiane Koné vient de dire par rapport au RHDP. Ce sont les paroles d'un militant qui défend sa boutique, ce qui est tout à fait audible. Mais il y a un certain nombre... Sa boutique, n'est-ce pas? Comme vous y allez. Ils sont partis à tout le moins. C'est mieux. N'est-ce pas? Mais il y a un certain nombre quand même d'observations qu'on pourrait faire. La première, c'est qu'effectivement, les 5 candidats qui ont été retenus, dont Alassane Dramane Ouattara, ne pèsent pas le même poids dans l'opinion ivoirienne. On est tout à fait d'accord. Je dirais, qu'en savez-vous mais puisqu'on le voit très bien, que ceux qui étaient vraiment les poids lourds qui pouvaient faire face à Alassane Dramane Ouattara
tu l'as rappelé. Et puis va agréger les voix du PPAC autour d'eux. Le Conseil constitutionnel a décidé que, voilà, il ne répondait pas aux critères d'être retenu. OK, on ne revient pas là-dessus. Pour des motifs spécifiques. Hein. Bien sûr, mais qui le savait dès le départ aussi, puisque la commission électorale indépendante déjà les avait écartés. Donc il y a déjà une inégalité. L'autre inégalité, c'est dans la campagne qui est en train de se mener sur le terrain. Les uns et les autres ne pèsent pas pareil, n'ont pas les mêmes moyens, de campagne de faire campagne, exactement. Alors que le RHDP a mobilisé des milliards, pour la campagne. Mais est-ce que d'une manière générale, sur le pays, une élection ne profite pas d'emblée, dans un premier temps, en termes de moyens Ah non, mais je ne conteste pas le fait. Je dis simplement... Je peux vous donner votre exemple du Sénégal, avec le PASTEF. Donc, il y a des contre-exemples. Comparaison n'est pas raison, donc il y a des contre-exemples. Non, mais moi je prends... Là, on reste sur la Côte d'Ivoire. Non, je dis simplement ceci, que ceux qui sont au pouvoir profitent aussi, en une certaine manière, de moyens de l'État. De l'État. Bien sûr, mobilise on le voit aussi en France, au nombre de circonscriptions tenues, etc. Okay. Donc, normalement, dans la Constitution, il est prévu le financement de la campagne de tous les candidats à hauteur de 100 millions de francs CFA. Bien. En réalité, ça ne se fait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi ça ne se fait pas? Mais parce que ça n'a jamais été décaissé. Hein. Ah si. Depuis 2004. Ah si. Depuis 2004, je sais pas. Si. À l'époque, il y a eu avec Mamadou Coulibaly, qui était président de l'Assemblée nationale, où il y a eu cette discussion avec les 100 millions, où qu'il a pris et qui ne s'est pas... Non. Il ne s'est pas présenté, oui. Donc, il faut conclure. Ça a été fait. Bref, je voudrais dire ceci, que la campagne est presque pliée, au fond. Les autres accompagnent Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est bien effectivement qu'il y ait cette offre qui soit là. Tidiane Koné vous a dit qu'il ne sous-estime pas les adversaires. Naturellement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même aura, les moyens. Ah oui, non, mais ce sont des propos... Bah oui, mais ce sont des propos de militants. C'est la modestie du vainqueur. Hein. N'est-ce pas? Vas-y. Oui. Merci. Mais Jean-Paul Benoît, ensuite on écoute Guy Debal. Non, je veux faire deux ou trois remarques. Effectivement, il y a eu une demande unanime, quasiment, des militants du RHDP pour demander à Ouattara de se représenter. Il présente un bilan. C'est un homme d'État, même l'opposition ne conteste pas cette qualité de Ouattara. C'est un homme d'État qui a réconcilié la Côte d'Ivoire avec elle-même, et ce n'était pas si simple. Et il y a un bilan positif en matière d'investissement, en matière sociale. La conciliation du plomb dans l'aile, avec ce contentieux préélectoral. Et je vais y venir. Et il a une image internationale reconnue. Chaque fois qu'un parti politique ou un homme politique fait l'objet d'une décision judiciaire qui ne lui convient pas, il dit c'est une décision politique. On connaît ça en France aussi. On a eu le refrain récemment. Ce que je peux dire comme... Vous pensez à Nicolas Sarkozy, peut-être? Ah, vous voyez clair dans mes pensées. Ce que je peux dire en tant qu'avocat, c'est que la justice ivoirienne fonctionne bien. Je l'ai vu fonctionner. Il y a des tribunaux qui rendent la justice, il y a des procédures d'appel, et il y a un conseil constitutionnel qui se prononce et qui s'est prononcé. Donc, il y a une panoplie de candidats, et ce ne sont pas des candidats négligeables. Notre ami a eu raison de le rappeler. Et j'ajoute que la presse est libre en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment une presse qui joue son rôle dans la campagne électorale, et chaque candidat aura le même accès à la télévision pour exposer son programme très longuement. Et pour l'instant, et je pense que ça durera, la campagne se passe calmement, et les Ivoiriens ont envie que cette campagne se termine dans la sérénité. Et après, il y aura une campagne législative, et les partis politiques pourront s'exprimer à l'occasion des législatives, et il y aura une assemblée pluripartite comme celle qui fonctionne aujourd'hui. Tidiane Koné a du renfort, là, j'ai l'impression. Oui, non, mais quand j'écoute Guy Debal. nos amis Tidiane Koné, et nos amis Tidiane Koné et Maître Jean-Paul Lemoy, une phrase qui me vient un peu à l'esprit, c'est « le crime sera presque parfait ».
Parce que... Carrément, oui. Oui, oui. Quel crime, parce que là, Non, mais c'est une formule un peu le mot assez fort quand même. introductive au propos que je vais qui va suivre. Mais c'est Oui, une donc, mauvaise introduction. Non, c'est une mauvaise, Mais parce que non, le mot assez fort quand même, attendez, crime. le mot Écoutez, crime, la attends. Côte d'Ivoire est un beau pays, Non, est un le grand mot crime, pays. quand même, est un beau retirer ce pays. mot, c'est un mot quand même assez Oui, fort. c'est Je veux une dire, petite provocation gratuite. C'est un mot fort. Non, Voilà, mais vous dites, elle c'est n'est pas mais- gratuite. Non, mais elle est quand même assez. Je pense. Non, mais je comprends très bien ce que Voilà, Guy c'est un peu veut dire par désobligeant. là. Si le Voilà. professeur comprend ce Je que non, je je veux pense dire, que c'est- vous c'est aurez pu ça. la reformuler autrement si vous voulez faire passer En tout cas, un autre l'histoire est belle. message. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire est belle et franchement, ça donne envie de voter pour Alassane Ouattara. Franchement, je vous ai écouté et je me dis, mais waouh, quel paradis. Oui. Mais soyons un peu sérieux. Enfin, C'est bien que vous vouliez oui, voter non, pour mais soyons un peu Ouattara. sérieux. Enfin, Je vous c'est bien. félicite. la Côte d'Ivoire, enfin, Maître Jean-Paul Benoît, vous l'avez rappelé, a un parcours qui a parfois été difficile. Un travail de réconciliation a été fait que personne ne peut nier. Simplement, Merci. dans un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut se rêver en exemple du continent africain, c'est vrai qu'on aimerait assister à d'autres scènes que de voir de grands hommes d'État, quel que soit leur parcours, exclus pour des motifs parfois, Diane Thiam par exemple. Vous voyez, c'est quand Pourquoi- même très compliqué de... En quoi peut-on dire que M. Thiam est un homme d'État? Il n'a jamais gouverné et il a vécu en dehors de la Côte en d'Ivoire tout pendant cas- des années. Voilà. Donc Bon. je comprends pas Et même votre le point. cré- Donc à cela, ce que vous me dites en C'est fait, pas un homme d'État. arrive un moment Allez-y, répondez. Oui. parce que on a une personne, un candidat qu'on dit de personnage d'État. Hein, on met la loi de côté, on la plie, on la met sous la Non, table. non, Et c'est pas ce peu que je dis, importe, parce et les que- règles, on les met de côté. Non. Et vaille que vaille, Il est ivoirien. il est candidat. Mais ivoirien ne suffit pas pour être candidat, monsieur. Ivoirien ne suffit pas pour être candidat. Je dis, ce n'est pas suffisant. Il faut être ivoirien, il y a d'autres critères. Un Ivoirien qui a 25 ans, il ne peut pas être candidat. Non, mais il a été Donc, ce écarté que je veux sur le dire- motif qu'il n'était pas ivoirien. Non, non. Qui ne remplissait pas les Il ne conditions. remplissait pas les conditions. Au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, Ouais. il avait une autre nationalité. Et Je l'ai dit beaucoup plus il s'est simplement, retiré. mais on en revient Non, à non, ça. vous l'avez pas dit comme ça. Oui, c'est les au moment où il subtilités de s'inscrivait- la loi. Non, Non, c'est pas une subtilité. On a C'est la appliqué loi. pour M. Thiam une loi de 1964 et on ne peut pas dire que Il c'est était une peut-être loi. pas né, je sais On pas. ne peut pas dire que c'est une loi de C'est circonstance. pas une loi de circonstance, Alors- c'est une loi qui s'est déjà appliquée en plus à d'autres candidats dans le passé. Donc je veux dire, arrivé un moment, en tant que... Il voulait prendre la tête d'un grand parti. Et ce grand parti-là aspire à gérer l'État. Bon, il est à la tête quand même de ce grand parti. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le PDCI, il est le Non, il a président. hein. non, il a la tête du PDCI. Oui, il a la c'est tête ce du que je dis. PDCI. C'est Je veux ça. dire, le PDCI, quand on prend la tête du PDCI, c'est dans la lignée d'être candidat aux élections. Bah, bien sûr. Donc, on prend toutes ces précautions au minimum. On a quand même un cabinet On est d'avocats, d'accord. de juristes, pour ne pas tomber dans ces... Je veux dire, il est victime de sa propre turpitude. Non, pas il turpitude, assume- naïveté. Naïveté, si vous voulez. Non, Mais- j'appellerais négligent. oui, voilà. c'est- Négligence, je pense que le mot est... Parce que si, c'est quand même gros. C'est quand même gros. Quand on voit le scénario qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans ce passé-là parce que c'est fait. Nous, on est focus sur la campagne. Je pense que pour moi, c'est un débat suranné. Sur un... Alors, Pas tant que ça, Non, hein. si, pour moi, c'est un on débat va qui n'a plus... conclure, puisque vous êtes focus sur la Il- c'est- campagne. Le Conseil Sylvain constitutionnel a Collet. pris une décision. La décision s'applique à tout le monde. On va en campagne. Libre à eux, comme je vous ai dit, il y a un panel de candidats qui sont présents avec toutes les sensibilités. Libre à eux de s'arrimer à un candidat pour porter leurs idées. On va conclure. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les idées derrière. Jean Connet, on va conclure, alors, puisque vous êtes focus sur la campagne. Alors, on aurait pu, évidemment, ouvrir d'autres chapitres, hein, Oui. l'économie notamment, parler du bilan. Ah oui, ça, etc. avec plaisir. On a peut-être l'occasion de le faire à nouveau, mais on est resté effectivement sur le climat préélectoral. Alors, justement, ma dernière question serait de savoir si vous craignez de nouvelles confrontations, des mouvements de contestation avant le 25 octobre prochain, et surtout, selon vous, à quoi va ressembler la Côte d'Ivoire au lendemain du scrutin du 25 octobre prochain? Sur le plan social? Il peut y avoir des contestations, bien entendu. Je pense que ça fait partie de la vie démocratique. Il y a des décisions qui ont été prises par les conseils constitutionnels qui ne sont pas acceptées par tous. Ça se voit partout. En France, ça se voit partout. Donc on peut ne pas accepter la décision, mais elle s'applique à vous.
Donc il faut la respecter. Vous ne croyez pas que les tensions préélectorales se traduisent au lendemain de la présidentielle en contentieux je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que l'Ivoirien est assez mature maintenant et l'Ivoirien a compris qu'on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu. Et maintenant, il faut qu'on soit dans un état de droit et qu'on respecte le droit. Et donc, je suis rassuré à ce niveau-là. Que l'opposition se plaigne, dise des choses, c'est normal. On peut ajouter que normal. Le gouvernement a déployé 44 000 forces de sécurité. Mais vous oubliez qu'on est dans un contexte, on est dans un contexte aussi terroriste. Oui, mais il ne faut pas surjouer là-dessus. On va conclure. Il ne faut pas surjouer là-dessus. Monsieur, excusez-moi. Il suffit qu'il y ait un événement, on dira... L'État n'a pas pris ses responsabilités. Je ne conteste pas le fait que... Donc on ne peut pas... Voilà, l'État va conclure. Non, mais en France, on avait mobilisé 80 000 policiers et gendarmes quand il y a eu la manifestation la semaine dernière. Donc, merci beaucoup. Non, mais on espère qu'il y aura un second tour. Notre invité spécial, délégué extérieur pays RHDP, forcément des oufouettistes pour la démocratie et la paix. En Côte d'Ivoire. Donc vous êtes délégué extérieur, pays RHDP France. Oui. Merci de nous avoir apporté ces éclairages sur le climat préélectoral en Côte d'Ivoire. On vous souhaite bonne campagne alors. Oui, et je souhaiterais dire, parce que vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, quelle sera la Côte d'Ivoire après? Ah oui, je pense que vous y avez répondu. Et la Côte d'Ivoire après sera bien entendu... Le lendemain de la présidentielle. Le lendemain de la présidentielle. La Côte d'Ivoire va se remettre le pays sur les rails encore du développement, qui continue, qui est ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est la paix et la sécurité. Et on a des indicateurs qui sont clairs. On est passé de 6,8 en indice de sécurité à 1,5. Est-ce qu'on peut craindre des lendemains difficiles? Il y a un effort qui a été fait. On ne peut pas nier qu'une fois de plus, la Côte d'Ivoire s'achemine vers une élection présidentielle qui est quand même marquée par le soupçon et des rancœurs. Il y aura toujours une frange dans tout. Je veux dire, que ce soit en Europe ou dans tout pays, le perdant ne saute pas de joie, ne fait pas la fête pour le gagnant. C'est dans tout pays, ça, je veux dire. Qui ne soit pas content, c'est normal. Nous souhaitons seulement que ce mécontentement-là reste dans un cadre démocratique. Voilà notre souhait pour eux. Et comme je disais, je parlais justement de la sécurité et la paix qui est vraiment en marche. Et je peux encore dire, pour la sécurité, on avait en 2011, on avait un agent de force de police pour 1680 habitants. Maintenant, on a un agent des forces de police pour 569 habitants. Il y a un progrès qui a été fait à ce niveau-là. Et si on arrive à juguler, on arrive pour le moment à juguler le terrorisme, parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut traiter dans le long terme et à fond, c'est parce que... C'est un sujet régional. C'est un sujet régional, bien entendu, et qui doit être résolu sur le plan régional. Mais la Côte d'Ivoire fait sa part. Et on essaie d'avancer dans ce domaine-là. Sur le plan du progrès social, nous luttons contre la pauvreté. Nous sommes passés de 52% en taux de pauvreté à 37%. Et on a un objectif de 20% d'ici 2030. Le SMIC a été remonté. Le salaire des fonctionnaires. Il y a certains fonctionnaires, je donne par exemple les agents de soins, qui ont des salaires qui ont été augmentés de 80%. Il n'y a pas un fonctionnaire en Côte d'Ivoire qui n'a pas eu son salaire augmenté minimum 20 à 30%. Et les fonctionnaires ivoiriens sont enviés dans toute la sous-région. Comme disait Guy tout à l'heure, c'est le paradis. Au fond. Non, ça donne envie de rêver pour voter pour Ouattara. Il y a forcément, c'est vrai que d'où nous venons, beaucoup de choses ont été faites. Énormément de choses ont été faites. Maintenant, il y a forcément des... Je vous ai bien dit que le taux de pauvreté... Il faut conclure, parce que sinon là, vous êtes en train de prendre des accents de meeting et de campagne. N'est-ce pas? Non, je vais conclure. Excusez-moi, monsieur Francis Lalou. On va applaudir à la fin. Il y a même... Je vous ai bien dit qu'on a encore un taux de pauvreté de 37%. C'est pour dire que tout n'est pas encore... Mais il y a des progrès significatifs qui ont été faits. Et c'est pour ça qu'il faut les saluer. Il faut les saluer. Quand quelqu'un travaille bien, il faut lui dire « tu as bien travaillé », mais...
continue ton travail pour faire mieux. Et dans tous les domaines, au niveau de l'électrification, on est à 78% du territoire électrifié. Vous pouvez comprendre qu'il y a certains villages en Côte d'Ivoire qui n'ont jamais eu l'électricité depuis 1960, qui n'ont pas eu l'électricité. Merci. Donc je veux dire, tous ces progrès-là, il faut les accepter, il faut les saluer. Et le dernier point que je veux, si vous pouvez me donner 2 minutes, c'est pour passer un message à nos militants. Je leur demande de se mobiliser pour cette campagne-là, parce qu'il n'y a pas de petite élection. Et nous voulons gagner au premier tour. Et pour gagner au premier tour, nous devons être en rang serré et mettre une structuration solide. Je vous disais bien que vous prenez des accents de campagne. Allez aux élections. Merci, M. Francis. Merci d'être venu, Tidiane Koné. Merci beaucoup. On va vous laisser donc vous retirer du plateau, puisque vous avez des obligations, un agenda particulier. Merci. Surtout que les sujets qui vont suivre, évidemment, vous obligent à un devoir de réserve. Bien entendu. Merci beaucoup. Autre sujet dans cette édition, le chaos politique en France. Un nouveau gouvernement a été annoncé par l'Élysée le dimanche 5 octobre dernier et 14 heures plus tard, le Premier ministre, le plus éphémère, il faut dire, de la Ve République, il aura occupé son poste pendant seulement 27 jours. Le Premier ministre, donc Sébastien Lecornu, remettait sa démission au président, des circonstances inédites venues compliquer un peu plus encore la situation de crise en cours dans le pays depuis près d'1 an. Un épisode de plus, le plus ahurissant peut-être, et certainement, de la crise politique que connaît le pays depuis 1 an. Alors, Maître Jean-Paul Benoît, vous vous souvenez, il y a 3 semaines ici, ce plateau, nous nous interrogions sur les chances de Sébastien Lecornu de former un gouvernement. Évidemment, la suite de l'histoire a été plus incroyable qu'on ne l'aurait imaginé. Alors, j'allais vous demander comment vous qualifiez aujourd'hui la situation. Est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à une simple crise politique, à une crise de régime ou à une crise d'État? C'est un peu les trois. C'est à la fois une crise politique parce qu'on n'arrive pas à trouver une majorité au sein de l'Assemblée nationale. C'est aussi, je le dirais, une crise de régime parce que le fonctionnement normal des institutions est perturbé. Et c'est une crise globale parce qu'il y a un rejet profond dans la population à l'égard du président de la République qui a 14% d'opinion favorable. Alors un sondage n'est pas un vote, mais c'est une indication. Ça fait 5 ans qu'il a 14%. Non, pas tout à fait. Donc il y a un malaise général. Et je pense qu'on passe d'une pratique de la Constitution de la Ve République à une autre pratique. Quand la Constitution de la Ve République a été créée, on a Debré et De Gaulle voulaient ce qu'on appelle un parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire que le Parlement jouait son rôle, et article 20 de la Constitution, le gouvernement définit et met en œuvre la politique du pays, l'article 20. Et le général de Gaulle, et ensuite François Mitterrand, Pompidou a eu une période beaucoup plus courte, donc je n'en parle pas, fixait l'essentiel et n'intervenait pas dans le fonctionnement constant des ministères. Je n'ai jamais entendu le général de Gaulle prendre la parole à la place du ministre des Sports, ou alors le ministre de la Culture, c'était Malraux, mais c'était un duo épique, c'était d'une autre nature que Madame Rachida Dati, par exemple, qui découvre les bienfaits de la culture depuis qu'elle est au ministère. C'était après avec Mitterrand. Mitterrand aussi fixait les grandes orientations et n'intervenait pas dans le débat quotidien de la gouvernance. Mais ça, c'est un style de gouvernement, un style de présidence. Mais ce n'est pas une fatalité pour la Constitution de la Ve République. C'était d'une certaine manière respecter la Constitution de la Ve République. Le président fixe les grandes orientations et le gouvernement gouverne. Mais ce n'est pas le cas du président Macron, vous voulez dire. Ce n'est pas le cas du président Macron. Je ne parle pas de Sarkozy, Hollande. On ne peut pas faire l'historique complet. D'accord. Macron... Donc ce n'est pas la faute à la Constitution. Non, ce n'est pas la faute à la Constitution. C'est une façon d'utiliser les institutions de la Ve République. Et Macron était à la fois le président et le ministre tous azimuts. Et il intervenait sur tous les dossiers dans une logorrhée verbale permanente. Alors que, comme dans toute situation, ce qui fait le prix des choses, c'est leur rareté. La parole présidentielle doit être rare et s'exprimer dans des moments importants en disant voilà ce que je fixe pour le pays. Et dans l'esprit du général de Gaulle et de Mitterrand,
la Constitution, le président était un arbitre. Mais à partir du moment où on est dans le quotidien, on n'est plus un arbitre. Donc on est dans cette situation et on ne peut pas dire que le bilan des deux quinquennats, parce que ça fait quasiment 8 ans que Macron est au pouvoir, il y a un effondrement financier, il y a un effondrement de l'investissement et du tissu industriel, il y a un effondrement social parce que le nombre des classes les plus défavorisées a augmenté. Et il y a une espèce d'effondrement dans la gestion de l'État, avec des prélèvements obligatoires qui sont les plus importants de toute l'OCDE, et un mauvais fonctionnement des services publics. Donc Macron, dans une espèce de contemplation de lui-même au sommet de l'État, a apporté, a créé et a accentué les difficultés qui sont inhérentes à tout pouvoir. C'est une chronique du chaos que vous faites là. Je fais une chronique du chaos, effectivement, parce que ça ne serait pas sérieux, ça serait un vaudeville. On nomme un Premier ministre qui, pendant 26 jours, ne dit rien. Il forme un gouvernement et 834 minutes après, ce gouvernement démissionne. Et maintenant, on se dit, mais il a démissionné, mais on va charger M. Lecornu de trouver une solution. Il a 48 heures. Hier soir, il dit j'ai trouvé une solution, mais c'est le président qui va décider. Il n'a rien dit hier soir. Il n'a rien dit avec une forme d'élégance, d'ailleurs. Mais c'était parlé pour ne rien dire. Donc, moi, je ne sais pas comment les choses vont se terminer. Maintenant, on me dit qu'on va peut-être renommer M. Lecornu. On cite le nom de M. Borloo. Chaque fois qu'il y a une crise politique, on dit que M. Borloo va devenir Premier ministre. Donc, en tout cas, au moment où les téléspectateurs vont regarder cette émission, le président de Macron aura certainement désigné un Premier ministre, puisque nous enregistrons cette émission le jeudi de cette semaine. Oui, théoriquement, il doit être désigné avant demain soir, mais en général, quand il dit le vendredi... Quand vous dites demain, c'est vendredi. Donc. Il a dit mercredi, vendredi ou dimanche. Ou dimanche. C'est un peu le loto. Voilà, parce que... Non, parce que là, Alfred, il s'occupe de la panthéonisation de Badinter, et donc... Voilà. Alfred, donc Maître Jean-Paul Benoît disait qu'on assistait à une combinaison de crise de régime, crise politique et crise d'État. Alors, on entend beaucoup dire que Emmanuel Macron serait donc l'artisan du chaos. Est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce que vous pensez que c'est exagéré ou pas? Je pense que c'est exagéré, mais je commencerai par dire du chaos peut naître l'ordre et l'harmonie. Ah, ça, c'est un bon début. Là, j'ai une petite Exactement. larme. Vraiment donc, pour le coup, Alfred va réussir à me faire pleurer. Attends, je veux dire quand même, je n'ai pas dit que Macron était... Il a osé. Je n'ai pas dit que Macron était l'organisateur du chaos. Il n'a pas voulu le chaos. Je dis que son comportement a abouti à... je disais qu'au sein de l'opinion, on entend dire que Emmanuel Macron était l'artisan du chaos. Oui, alors, j'ai demandé à Alfred s'il confirmait cela, s'il le pensait aussi ou pas. Alors, je ne partage pas cette opinion. Ça me rappelle un peu le mythe d'Édipe. C'est-à-dire que dans la cité, en fait, il devient le bouc... Macron est le bouc émissaire parfait, le pharmacone, que tout le monde accuse d'être responsable de ce qui arrive. Certes, il est quand même président. Certes, il est président. Il est président. Ça, on n'en est pas sûr. Il est l'auteur de la dissolution. Certes, oui, on est d'accord. Qui entraîne les effets que nous commentons aujourd'hui. Oui, il est l'auteur de cette dissolution et de la situation présente. Et du non-respect aussi, d'ailleurs, des résultats de l'élection il y a un an. Tout cela s'entend, Francis. Tout cela s'entend. Simplement... Mais tu as besoin d'un machin dans les oreilles. Simplement, il se passe aussi que le Parlement a le pouvoir, puisqu'il y a une tripartition au sein de l'Assemblée. Depuis quand ? 10 ans. Il a un pouvoir, le Parlement. Il y a cette tripartition qui existe, et où le président s'est retiré pour dire trouver des compromis. On a parlé tout à l'heure, on a dit ils n'arrivent pas à trouver les compromis. Et d'ailleurs, les Français sont très sensibles à cela. Quand on a vu tous les sondages d'opinion, enfin les micro-trottoirs qui ont circulé, la chose qu'ils disent, mais ils sont irresponsables, ils sont incapables de s'entendre, on n'en peut plus. Ça, c'est une première observation. La deuxième, c'est que ce qu'on ne signale pas, au fond... ma question quand même. Oui, mais ce que j'ai dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Je dis, pour qu'il y ait le chaos, il n'y a pas qu'une seule personne. Ah bon ? Il y a les partis politiques, il y a l'opinion, mais c'est ce qui est justement le chaos.
Non. Chacun a sa part de responsabilité. D'accord. Enfin, vous ne pouvez pas Ah, dire... vous avez peut-être raison, parce que Sébastien Lecornu disait d'ailleurs cette semaine, il disait les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue. Alors, Voilà. Ce qui explique d'ailleurs sa difficulté. Il a découvert Exactement. le militantisme Alors- politique. Alors, non, il l'a toujours été, Bah non, mais il l'a découvert. plus raisonnable. Et donc, je dis ceci, il y a un autre problème dont on ne tient pas compte, mais Jean-Paul a commencé à évoquer justement la Ve République, De Gaulle, Mitterrand, etc. La différence entre cette période-là et aujourd'hui, c'est qu'on était dans le septennat. Donc, il n'y avait pas de coïncidence entre le mandat du président de la République et le Parlement. Oui, Or, quand on a fait coïncider le mandat du président et le mandat des parlementaires, c'était le début de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ah bon. Ce qui fait que, pourquoi dans le septennat, le président fixait le cadre? Parce que il était au-dessus. Pourquoi il était au-dessus? mais dans la Parce qu'il avait 7 ans et le Parlement avait 5 ans. Dans la Donc il n'y avait pas cette coïncidence. Dans la Constitution, Eh oui. dans la définition du rôle du président, il y a le mot d'arbitre. Oui, L'arbitre est le garant du bon fonctionnement des Ah institutions. ben oui, et dans à ces par- garanties. Et à partir du moment où Dans ces le garanties- président veut être à la fois le président et en même temps le chef du gouvernement et l'ensemble des ministres, on viole l'esprit de la Constitution. de Non, la ce sont les ministres, Non, mais- les ministres et le Parlement Alors, qui n'ont pas joué leur rôle. Votre Non. Il y a de ça aussi. Bah, ma Ça, c'est- lecture, elle sera forcément en décalage avec celle de mes co-débatteurs. On essaye de caler un raisonnement rationnel sur quelque chose de totalement irrationnel. D'accord. Il faudrait quand même revenir un petit peu à la genèse, si vous permettez. J'espère avoir 2 minutes. Vous avez d'ailleurs 3 minutes. Merci beaucoup. Emmanuel Macron On te est laisse un parler, produit. Ah, merci, professeur. Emmanuel Macron est un produit de l'accident de l'histoire qui, pour moi, se tient au moins en 3 dates. La première, c'est le traité constitutionnel 2005 puis 2008, Nicolas Sarkozy qui s'assoit sur le vote des Français et qui leur explique Sur que Maastricht. quand on leur... non, Lisbonne, traité de Lisbonne. Lisbonne, oui, Qui s'assoit, oui, qui s'assoit sur Traité le constitutionnel. traité constitutionnel, Ah qui ouais, s'assoit ouais, quand même sur le vote des Français et qui leur dit que quand on leur demande de voter, on leur demande pas d'exprimer un choix, mais de voter dans le sens qu'on... Voilà, Disons, bon, bref. traité constitutionnel européen. Européen, oui, et Oui, que c'est la procédure Nicolas classique. Sarkozy, alors que, enfin, il y a eu 55% des Français qui Oui, ont voté après, non, on fait- avec un taux de 80% de participation, Oui, oui. dans un climat de campagne où 80% de la classe politique et médiatique était pour le traité. Donc C'est- un c'est vote, vrai, c'est vrai. voilà, Nicolas Sarkozy dit c'est- passer à côté. Après, Ensuite, on fait voter le Congrès. bien sûr. Les deux Ensuite, assemblées. vous avez quand même François Hollande, dont l'acte fondateur de la campagne, il faut se Fallait vite, rappeler. là, parce que vous allez quand même à la préhistoire. Là. Non, bah oui, mais il faut savoir d'où on vas-y, vient oui. pour comprendre où on va. Et on a quand même François Hollande, dont l'acte fondateur de la campagne est le discours du Bourget. Mon ennemi, c'est la finance. Le TCE, les lois c'est bien, travail, j'y Emmanuel étais. Macron, banquier d'affaires, propulsé ministre des Finances, en pied de nez à Arnaud Montebourg, qui défendait bec et ongle l'industrie française, quand on voit Ça, c'est vrai. la désindustrialisation, etc. Donc, troisième étape. Et deuxième accident. Troisième accident, c'est évidemment François Fillon. Parce que François Fillon, tout le monde le donnait favori, et il a suffi de cette histoire de costume. Il a suffi. Enfin, c'était sérieux, oui, mais bon, quand on voit que 80% des mises du gouvernement, des différents gouvernements Macron sont mis en examen, on parlait tout à l'heure de Rachida Dati. Bon, voilà. C'est pas vrai ce que vous dites. Bon, en tout cas, elle est renvoyée, elle sera jugée au mois de... Non, mais vous Non, non, voyez... c'est pas vrai ce que vous Je dites. vois pas pourquoi. Ce sont des raccourcis quand même. Bon, en tout cas, vois 80%, Oui. 80% à peu près ça des va. ministres. Mais oui, c'est même une condition Alors, il faut- incontournable. Non, mais là, je Alors, comprends pas Fillon. là. accident de l'histoire. conclusion, Ensuite, suite à ces Parce que- 3 donc, accidents de Je l'histoire. regarde le chrono pour vous. Oui, savez. merci. Suite à ces 3 accidents de l'histoire qui ont dégoûté l'opinion, arrive Emmanuel Macron qui porte un discours qui est apparu aux yeux des Français comme réellement porteur d'espoir de renouveau. Et il est élu 2 fois, il faut le rappeler, face à Marine Le Pen. Donc il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection face à Marine Le Pen. si, C'était... Si, il y a eu une Non, mais élection. il n'y a pas eu de débat. il y a Quelles pas que eu- soient les circonstances, Si, il y a pas eu de vote. Il y a une élection Si, il y a Non, mais- avec un gagnant et un Alors, perdant. il y a pas eu de- il y a eu Mais pas non, eu- mais non, ce que vous dites là, c'est une négation. Alors, il n'y a pas eu de vote sur un projet Si, politique clair. Il y a juste eu 2 votes de barrage. Non, mais il y a une élection. 2 votes de barrage. Il y a une élection. Il y a eu Attends, 2 votes Ce de... que vous dites, ce sont des propos Il y a eu une qui élection. portent Il y a eu- atteinte il y a eu- à l'acte démocratique. D'accord. Alors, il y a eu 2 élections, mais qui se sont manifestées, qui se sont traduites
par 2 votes de barrage parce que les circonstances étaient Quelles que soient les exceptionnelles. circonstances, D'accord. il y a eu un gagnant et un Et perdant. j'en terminerai par Il y a un là. résultat. J'en terminerai par là. Oui, tout simplement. Pour comprendre la situation, on essaie de caler des raisonnements rationnels sur situations irrationnelles. Tout ce que vous venez de dire est rationnel. Hein. Bah alors, ok, je vous rassure. sauf que c'est totalement occulté dans les analyses que j'entends d'ici et là. Et moi, les meilleurs porte-paroles et les meilleurs analystes de la situation dans laquelle on est, ce sont les amis d'Emmanuel Macron. Prenez ce que disait. Il faut conclure. Oui, prenez ce que disait Nicolas Sarkozy avant que Emmanuel Macron soit élu. Prenez ce que disait Gérard Darmanin avant que Emmanuel Macron soit élu. Prenez ce que disait Bruno Le Maire avant que Emmanuel Macron soit élu. Donc tous les amis d'Emmanuel Macron disaient que forcément ça finirait en catastrophe parce que Emmanuel Macron, psychologiquement, n'est pas fait pour le costume de président de la République. Il ne disait pas psychologiquement. Le problème, ah oui, non, mais c'est la vérité. C'est qu'on a cru se débarrasser, parce que je prends le mot débarrasser, péjoratif. Oui. Macron a cru se débarrasser de la confrontation droite-gauche. Oui, c'est ça. Alors que la confrontation droite-gauche fait partie du débat démocratique. Mais 8 ans plus tard, ça ressemble à un bluff. Quand même. Et maintenant, ça ressemble à un bluff sans doute. Et en plus, comme la France n'a pas l'habitude de la coopération parlementaire, ça pose un autre problème. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je suis désolé parce que nous avons effectivement, débordé largement. Voilà, vous avez encore beaucoup de choses à dire. Si vous le souhaitez, on peut d'ailleurs... On en refera une émission. Moi, c'est tellement l'occasion de revenir sur le sujet parce que cette crise n'est pas... Le vaudeville n'est pas terminé. N'est pas terminé, malheureusement. Alors, on espère. J'allais donc vous soumettre un dernier sujet sur la Tunisie. Hein. Je vais quand même énoncer quand même les grandes lignes du sujet. C'était le 3 octobre dernier, le tribunal de Nabeul, c'est en Tunisie, a condamné à mort M. Saber Ben Chouchan, un citoyen tunisien de 51 ans, père de 3 enfants, en détention depuis 2024. Il a été condamné pour avoir partagé sur Facebook des publications considérées comme, je cite, portant atteinte au président, à la ministre de la Justice et à la justice. Alors, après les mois suscités par cette condamnation, Saber Ben Chouchan a été remis en liberté ce 7 octobre après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. Mais selon l'ONG Human Rights Watch, l'ONG dit ceci: même suivi d'une grâce présidentielle, ce verdict choquant transmet un message glaçant à tous les Tunisiens selon lequel aucune critique ne sera tolérée de la part de qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit. Alors, Alfred, rapidement, il y a aussi cette réaction du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, qui a estimé que ce verdict trahissait l'état critique de la justice en Tunisie, où un certain magistrat, dans sa quête de satisfaction du régime, n'hésite pas à commettre des ignominies aussi ridicules que graves. Il faut dire que la Tunisie détient un record historique de condamnations à mort depuis 2024, pas moins de 13 condamnations à mort depuis le début de cette année 2025. Donc il est interdit de critiquer M. Kais Saïd, donc président de la Tunisie, qui s'est donc octroyé les pleins pouvoirs dans ce pays depuis son coup de force en juillet 2021. En tout cas, on est bien loin de la révolution de 2011 en Tunisie. Totalement à l'opposé. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est un professeur de droit constitutionnel, Kais Saïd. De deux, en confisquant tous les pouvoirs, il a conduit la Tunisie aujourd'hui dans l'ère de l'illibéralisme démocratique. Est-ce qu'on n'est pas au-delà de l'illibéralisme? On pourrait dire la dictature, quand même. Oui, on peut le dire. Oui. Non, autocratie. Je dirais autocratie. Vous êtes encore au niveau de l'autocratie. Oui. Vous êtes aujourd'hui partisan de l'euphémisme. Oui. Non, mais il a vraiment... On va dire l'autocratie dictatoriale. Rapidement. Oui, mais franchement, c'est ça ce que je sens que dire. Guidba veut dire un mot. Moi, ce sera un mot, mais je laisse professeur Alfred. Ah non, dites le mot tout de suite. Le mot, écoutez, je trouve que... donc les motifs pour lesquels cet homme est condamné me rappellent... me laisse penser que ce motif-là est universel, puisque c'est désinformation, la lutte contre la désinformation, finalement, c'est un motif qu'on retrouve dans beaucoup de pays, et malheureusement, entre les mains d'un dictateur, alors autocrate, d'un président, pardon, autocrate ou dictateur, je ne sais pas quoi dire, et ça donne ce résultat-là, et c'est dramatique. C'est le Trump. En fait, il a été poursuivi. C'est le Trump tunisien. Sur la base de l'article 72 du Code pénal, Kais Saïd qui punit de mort l'attentat
l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, incitation au désordre ou au meurtre. C'est ça. Et voilà, il était aussi visé, effectivement, vous avez raison, par cet article sur les rumeurs et fausses nouvelles, bien sûr. Il y a quelque chose qui est dans l'air du temps comme ça, qui favorise, qui donne du souffle à ce genre de régime. Oui, moi c'est un pays que je connais bien et que j'aime bien, et qui a été en avance sur son temps, souvent, avec Bourguiba. Je ne reviens pas sur le... Ben, ça s'est terminé comme ça s'est terminé, et qui, au moment des printemps arabes, a été en tête du mouvement de libération et d'ouverture. Et moi, j'ai bien connu Marzouki, qui était un ami, le président. Effectivement, après, il y a eu des dérives un peu autoritaires de son côté. Et là, c'est une dictature. Et les condamnations qui sont prononcées sont scandaleusement iniques. Bien sûr. Vous avez raison de... Et je le regrette. Mais absolument. Il y a des tendances lourdes actuellement qui favorisent la montée de ce genre de dictature, de néo-dictature, dirons-nous. Absolument. Merci, Maître Jean-Paul Benoît. Merci d'être venu. Enfin, vous avez apporté votre parole d'avocat, Maître Jean-Paul Benoît. Merci. J'ai essayé. Alfred Changolokoro, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Debal, Francis. merci d'être venu. Merci, Francis. Et nous remercions encore Tidiane Koné, qu'on a reçu en première partie de cette émission, délégué extérieur pays du RHDP, c'est le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, RHDP France. Merci à l'exceptionnelle et très patiente équipe technique avec Moustapha Kanté et Romain Clicquot de Menck. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.